il y a des textes qui naissent loin depuis l'intérieur de soi quand on les écrit, depuis un espace cru d'intimité qui remonte, on dirait, à il y a longtemps. La pièce dont je vais vous parler aujourd'hui, qui s'intitule « Sous l'eau douce », fait partie de ces textes-là pour moi. J'avais pas prévu emprunter une voix aussi personnelle, mettons, pour vous parler aujourd'hui, mais j'ai assisté mardi dernier à une journée d'études qui s'appelait « Fabriquer des pratiques dans les arts vivants et dans les arts visuels médiatiques » qui était organisée par des collègues en études théâtrales. Et puis, on lançait un peu le pari aux praticiens de se livrer au jeu d'une espèce de performance-démonstration de leur recherche-création, osant livrer une parole qui était comme très humble pour le contexte universitaire, puis franchement décomplexée. Je me suis comme donc laissée un peu inspirée par eux. Puis je me lance le défi à leur suite aujourd'hui en tentant de mettre un peu de côté mes réflexes d'universitaire que vous comprendrez sans doute quand on a envie de s'emmurer sous une montagne de références et de concepts qui seraient sans doute mieux, qui seraient livrés une pensée plus étayée, mieux documentée, plus sérieuse que la nôtre. Mais je vais donc simplement tenter de vous raconter le parcours de la création de cette pièce écrite en janvier cette année au plus froid de l'hiver. Mon histoire commence en juillet 2012. C'est le début d'un été un peu âpre, arrière-goût de la grève étudiante qui, malgré qu'elle demeure officiellement inachevée, s'avère pourtant déjà désertée. Je me retrouve à la tête d'un projet au Nunavik dans le nord du Québec. Plus précisément, notre équipe de créateurs s'en va donner des ateliers d'art multidisciplinaires dans une communauté pour des jeunes Cris et Inuits dans le village de Wapmagustu ou Kuujjuarapik. Contrairement à la plupart des communautés nordiques, celle-ci est mixte avec les problèmes de racisme qu'on peut imaginer. Le village est situé à la fois près de l'embouchure de la rivière Grande-Baleine et aux abords des eaux sombres de la baie d'Hudson, entre deux eaux donc à plus d'un égard. Outre les rencontres touchantes, voire transformatrices, l'impact du choc culturel, la découverte un peu effarante de ma propre condition de blanche, avec toutes les limitations, les aliénations, les maladresses qu'on peut lui supposer, le contexte de précarité alarmant qui constitue le quotidien de la communauté, la prise de contact avec une culture riche et ancienne, les folies aussi qu'on a pu commettre ensemble, il y a un événement, ou plutôt un récit, qui retient mon attention. Ici, on croit aux sirènes. On y croit vraiment. On raconte même qu'un jeune de 13 ans disparaît tous les 7 ans, enlevé par les créatures sirènes à la peau sombre, qui apparaissent généralement sur le rivage à cette heure curieuse entre le jour et la nuit, entre chien et loup. La plupart des habitants jurent en avoir déjà vu une de leurs propres yeux. Je me sens fascinée par leur foi à l'endroit de ce mythe, à travers leur récit de remémoration de ces fois où ils et elles sont persuadés d'avoir vu, bel et bien vu, les sirènes. Je découvre un espace où la réalité et la fiction se mêlent, si bien qu'il devient impossible de discerner le vrai du faux. Je reviens chez nous, chargée d'eux. Je vais citer ici Alessandro Corio et Ilaria Vitali dans un article de la revue Francophonia intitulé « Écrire l'errance au féminin ». Si l'écriture est toujours un pays étranger, un lieu de perte des repères quotidiens, une quête de soi qui doit passer inévitablement par un ailleurs, qu'il soit géographique, linguistique ou intérieur, dans le cas d'une créatrice femme, on serait tenté d'affirmer que la déterritorialisation se donne d'emblée comme la condition du lieu d'où elle part. Or, l'écriture au féminin ne saurait être réduite à une assignation à résidence sexuée. Les auteurs de cet article mettent d'ailleurs cette réflexion en relation avec la catégorisation des œuvres dites migrantes. Cette étiquette comporte un risque important, celui de réduire la singularité des œuvres à une assignation ethnique ou nationale, reproduisant ici au cœur du geste critique des formes de marginalisation ou de ghettoisation. En ce sens, il n'est pas surprenant de constater que nombre d'artistes désignés comme migrants par le milieu tendent eux-mêmes à contester l'expression, à la dédire ou à la rejeter. Autant qu'on puisse choisir de réfuter l'étiquette d'une écriture au féminin, ce qui n'est pas mon cas par contre. Qu'en est-il plutôt d'une migrance au sein même de l'écriture? Entendons ici le terme migrance non pas en tant que phénomène culturel, mais plutôt discursif. Entendons le mouvement, j'ai de la peine à parler. Entendons
avec nos oreilles, entendons, le mouvement d'une parole qui traverse, voyage, transgresse, voire transcende. Quant au concept d'écriture, je me permets ici de l'emprunter dans un sens large. Qu'elle soit scénique ou littéraire, il s'agit en tous les cas de nommer cet acte d'inscription par lequel les signes d'une création sont momentanément figés en une œuvre composée, destinée à être offerte à un public. Qu'elle soit lue, vue ou entendue, qu'importe les sens du corps qu'elle emprunte, elle sera vécue. Finalement, en m'appuyant sur la pensée de Catherine Cyr, elle-même inspirée notamment de celle de Frédéric Regard, posons d'emblée le territoire poétique du féminin comme celui d'un champ mouvant, marqué par l'impermanence et l'inassignable, tissé notamment, dans le champ de l'écriture dramatique à tout le moins, par les imaginaires du corps, la parole monologuée, les jeux de rêve. À cela, je me permettrai d'ajouter, par des poétiques de lucioles, des jeux de présence-absence, d'apparition-disparition, de clignotement. Les phénomènes de résonance interdiscursive, nous dit Catherine Cyr, constituent un autre témoin notable des imaginaires au féminin, érigeant des systèmes de correspondance et d'écho, rendant plus ou moins visibles différentes traces d'altérité. Portant avec moi une parcelle de cette altérité dont je viens de vous parler, les années passent. J'écris un premier texte, Contre-plongée, que Nora vous lira d'ailleurs dans un instant. C'est l'embryon de la pièce à venir. C'est aussi un moment charnière où je découvre ma pratique d'écriture fondée sur une forme d'écoute des voix de l'intérieur de soi. En ce sens, je me permets de puiser une citation du côté des études des écritures jazzistiques au théâtre. Ce sont donc des écritures dramatiques inspirées des procédés formels ou thématiques du jazz. Dans Écriture et improvisation, le modèle jazz, Raphaël Chamichan s'exprime ainsi au sujet de l'écriture de la dramaturge afro-américaine Susan Laurie Parks. Lors d'un cours d'écriture où Susan présentait une nouvelle, elle aurait expliqué au professeur que pour créer ses dialogues, elle avait simplement écouté les voix qui parlaient dans sa tête et les avait retranscrites. Chacune de ces voix avait une existence indépendante dans son esprit. Son professeur lui aurait donc conseillé de délaisser la nouvelle pour le théâtre, la forme la plus à même de faire entendre la singularité de ces voix, de les assembler. Dès le départ, il s'agit de voix, d'écoute, de chant. Chez Parks, l'entendre est premier sur le dire ou sur l'écrit. Les années passent encore. En janvier dernier, je découvre Kitka, groupe musical et choral de femmes fondé en Californie, aux États-Unis. Plus particulièrement l'album The Rusalka Cycle, Songs Between Worlds. Happé par ses chants envoûtants, complexes, profonds, je découvre du même coup la figure mythologique slave de la Rusalka. Différente de la sirène occidentale, cette sirène slave a par exemple le pouvoir, en certaines saisons, de marcher sur la terre, de grimper aux arbres. Elle serait l'incarnation des esprits de femmes ayant trouvé la mort dans des circonstances injustes, assassinées ou suicidées. Force résolument inassignable, ce personnage féminin intéresse par la force, sinon la violence de sa liberté, ainsi que les pouvoirs mystiques de sa voix. À ce jour, de grandes festivités ont encore lieu chaque année en l'honneur des Roussalki dans certains lieux du monde slave, notamment en Ukraine. Je ne saurais évidemment me poser en experte ni de la figure littéraire ou mythologique de la Rusalka, ni de la sirène occidentale, ni de la sirène de ces eaux nordiques à la confluence de la baie d'Hudson et de la rivière Grande-Baleine. Ce que je peux dire, c'est que, comme écrivaine, je me suis laissée traverser par ces différents mythes qu'ils ont déclenchés, fait émerger des histoires et des voix. À l'écoute de l'album de Kitka, je découvre une voix profondément performative. Envoûtante, elle agit sur le corps du spectateur à la manière d'un chant magique. Apparaissant dans son essence toute phénoménologique, on peut dire ici, je cite Philippe Grossos, « Le chant nomme le secret et agit face à la donation du monde comme une réponse. Vecteur d'une identité mouvante, en pleine transformation d'entre les mondes, le chant agit sur nous à la manière d'une prière que l'on aurait soi-même proférée. Ce qui surprend dans ce chant, c'est la migration, voire le pèlerinage qu'il active chez le spectateur. Dans un mouvement qui tient du dessaisissement, quelque chose d'une ancienne identité est peu à peu transgressé, voire transcendé.
Sur le plan de l'écriture dramatique, j'ai senti émerger de cette écoute une parole affamée, exigeante, qui transforme le cours du réel pour le meilleur ou pour le pire. On le sait, chez plusieurs figures au féminin, mythologiques, la sirène, la sorcière par exemple, la parole relève souvent de l'incantation, de la profération. C'est une parole puissante, performative, une parole qui agit. Dans la même veine, l'écriture de Katia Belkodja, romancière québécoise d'origine algérienne, présente des personnages féminins qui s'emparent d'espaces qu'on ne reconnaît pas comme les leurs, grâce à leur voix. Chez elle, la parole est toute puissante, sinon démiurge. C'est une parole qui a l'ampleur des catastrophes. Je cite l'auteur lors d'une table ronde qui a eu lieu en avril 2017 dans le cadre du colloque « Les migrants sont féminins », qui a aussi été co-dirigé par Fanny. Et elle nous a dit « Il suffit de dire détruire en un seul mot pour que tout foute le camp », en parlant de ses personnages. Dans une perspective d'écriture au féminin, il me semble crucial, par les temps qui courent, de donner à entendre cette force de profération, de la laisser agir librement au sein de la fable. C'est un peu ce qui me pousse à écrire la pièce. Oscillant entre l'épique et le dramatique, la pièce livre une réflexion sur la force de l'imaginaire et l'acte de création. L'eau douce se présente comme le paysage central de ce projet. Elle agit comme un espace féminin de fluidité, de passage, de métamorphose. Il s'agit aussi d'un espace de sororité, où les sirènes règnent entre elles, s'y retrouvent hors la violence du réel. Sur le plan du processus d'écriture, l'eau agit comme un espace de l'entendre, de l'écoute. Dans son essai « Interroger l'intensité », la poète Louise Warren revient sur l'écriture de son recueil « Noyer quelques secondes », sur sa manière de, je la cite, « choisir le fond d'un lac comme territoire, plutôt que ceux de la mer, par exemple. » Elle s'explique ainsi. « L'océan est une voix », a-t-elle lu dans l'essai « La mer » de Michelet. L'eau de la mer a une voix qui gronde, que l'on entend même de loin. Occupée à l'entendre, toute tendue vers son bruit, vers le choc et la rupture des vagues, je n'aurais pas pu descendre à la rencontre des voix souterraines. Je n'aurais pas pu entendre mon bruit. J'ai préféré aller vers une eau calme, silencieuse et grave, d'où peuvent s'échapper des voix. J'ai donc tenté de laisser émerger ces proférations qui résonnaient avec la puissance de nos rivières, de nos lacs, leur douceur aussi, en acceptant un peu de me laisser porter par le cours de l'écriture plutôt que de tenter de le maîtriser, ce qu'on fait beaucoup à la maîtrise, de le gouverner. Je me suis laissée prendre par les mots guidés par les champs de traverse entre les cultures et les imaginaires. L'ingouvernable a émergé ici depuis l'intérieur de soi, mettant en échec des forces qui étouffaient le flot d'une écriture, d'une pensée en mouvance, en essence, qui aspirait à déborder. Je vous laisse sur quelques mots de Gwenaëlle Aubry dans son roman « Personne ». Afin de nous rapprocher de nous-mêmes, il faudra en chambarder des affaires, commettre des infractions, devenir les auteurs de nos crimes. Il faudra en retracer les sillons, choisir avec minutie les semences, retourner la terre foulée et le verseau à l'endroit. Puis, lorsqu'on aura atteint le trésor de nos identités, qu'on aura touché au féminin présent chez tous les sexes, tous les genres, nous le tiendrons si fort entre nos mains qu'on aura chaud, ça va dégouliner, ça va suinter. C'est exactement ce que nous voulons, déborder. Être adjuvante a fait son temps. Merci, et je vais vous laisser sur la lecture de Nora. As-tu besoin que ce soit fini? Oui, préférablement, est-ce qu'on peut? C'est vrai la question. Bonjour à tous. Non, c'est juste pour savoir si je me mettais là. Ah, ok. Ben non, ben, je pense qu'on va s'ajuster. Ah. Contre-plongée. Texte à une seule voix. Ou à plusieurs. La glace a d'abord pris sous nos ongles. Nous avions enlevé nos mitaines pour toucher au remous de l'eau. Le courant était fort et glacé, mais nous n'avions pas peur. Les froussards étaient restés derrière, et nous, les courageux, nous étions rendus jusqu'ici, au bout des glaces, au bord de tout. Au début,
c'était juste à cause de la soif. On aurait dû amener de l'eau. Tant pis, tu boiras chez vous tantôt. Ben là, il y en a plein ici de l'eau. Tiens, prends donc une gorgée. Pas game. Non, toi, pas game. Ok, moi j'y vais d'abord. Vous êtes fous. Mon père dit qu'on peut mourir. Mourir. Eh, voyons, tu te capotes. Oh my God, elle l'a faite. Pipi. Es-tu bonne? C'est-tu froid? Ouais. Pas mal. C'est comme des aiguilles dans mes dents. T'exagères. Moi aussi, j'en bois d'abord. Non, c'est mon tour. Étends le bras ce coup-ci. On va voir. On va voir quoi? Ben... Qui c'est qui peut toucher le plus loin? Je me tourne vers ma sœur. Elle a les cils gelés et ses boucles brunes dessous la tuque sont toutes rongées par le givre. Elle a l'air d'une enfant vieillarde. J'ouvre la bouche pour lui dire, mais ma gorge se creuse, béante. Derrière elle, une forme sombre, visage blanchâtre, des pupilles verticales. Un membre puissant et visqueux la saisit, tire d'un coup depuis les flots, ondulation. Ma sœur disparaît. J'entends des cris derrière nous. Nous nous débattons comme des forcenés. Des aiguilles nous percent le corps de partout. La créature tient bon. Nous la mordons aussi fort que le froid nous mord dans les flots noirs. Sa peau est glissante, pourtant la poigne terrible ne dessert pas. On dirait les serres d'un oiseau. Le froid nous brûle. Des crêtes de glace minuscules trouvent notre peau pour la déchirer. Et à nos oreilles, les tambours se précipitent. Soudain, tout s'assourdit. Basculement, plus de surface. La créature nous entraîne à une vitesse effrénée. La douleur est telle. Notre visage se fend, notre peau s'écaille. Nos paupières gèlent sur nos yeux, puis craquent dans le courant. Nous aspirons malgré nous par la bouche l'eau entre nous, l'eau noire qui effraie les gens, celle dont les humains ont peur. Notre corps s'en remplit et devient lourd. Nous n'avons plus à faire d'efforts. Son poids nous garde au fond comme si nous étions un pendule retenu par la terre. Nous nous laissons onduler. Le courant nous semble presque familier. Autour de nous, des êtres se découvrent. Dans leurs cheveux d'écume, de minuscules chevaux galopent doucement et viennent caresser notre cou. À travers les profondeurs s'élève un chant mince et doré. Ils racontent l'été. Ils racontent que nous montrons parfois sourire aux pêcheurs l'espace du temps qu'il faut pour se rappeler que jadis nous avons aimé les hommes. Alors, reposés au creux de la promesse, nous laissons l'hiver se coucher enfin sur nous toutes, tranquilles et tristes. Dans le secret des poissons, plus rien ne blesse désormais, et nous nous endormons douces et tranquilles, ensemble, enfin. Au réveil, nous n'avons pas froid. Nous avons peine à nous rappeler. Sommes-nous nés de cette eau? Nous regardons nos mains, plus d'ongles à nos doigts, translucides. Nous nous tournons l'une vers l'autre, nos yeux sans paupières se rencontrent. Nous ouvrons la bouche, mais notre gorge béante laisse échapper un mince filet doré. Et dans le courant, bientôt, nos larmes s'oublient, tandis que nous grignotons un à un les orteils d'une petite enfant bleutée.
Merci Ariane.